Merci. Et nous allons reprendre notre journée consacrée aux cartes géologiques. J'ai le plaisir d'accueillir Jacques Mille, d'agrégé de géographie. Vous avez parlé de deux cartes géologiques levées en 1837 et 1940, à Boulanger, au l'Allier, et par Volt, pour le Bas-Rhin, sur fond de cartes de Cassini. Vous avez la parole. Voilà, mais écoutez, les deux cartes, comme vous allez voir, ce sont des cartes géologiques que je crois relativement rares, que j'ai trouvé un peu par hasard en faisant une collection de cartes géographiques plutôt. Et de temps en temps, on tombe sur des pièces un peu particulières. Donc la première, celle sur l'Allier, que vous verrez dans un instant, que je n'ai pas eu trop de difficultés à, disons, à définir comme étant de Boulanger. La seconde est plus originale, elle est probablement de Louis Volz, mais elle pose un certain nombre de problèmes que j'évoquerai au fur et à mesure. Donc, je crois que le mieux, c'est de démarrer l'exposé. Si j'y arrive, voilà. Bon, alors, bon, là, ça va un peu vite pour moi. Bon, un seul clic, ça devrait suffire. Non, non, non. Là. Okay. Voilà, donc un clic ici. Juste là. Voilà. Ouais. Non, vous ne l'avez pas. Je ne dois pas avoir assez de puissance. Bon, ça, ce sont les premières cartes. On vous en a parlé ce matin de Guettard sur fond de cartes de Buache. Alors, à la fois la France et l'Angleterre, mais aussi l'Europe, finalement, qui se trouve à gauche, qui a été publiée à la même époque. Et il y a une mention manuscrite là qui indique que l'éclat, le volcan de l'Islande, ne brûle plus depuis 593. Mais c'est très difficile à lire, il faut une loupe. Bon. Donc, ça, c'est simplement pour montrer les prémices, si on peut dire, de la carte géologique. Alors là, ça va trop vite. Voilà. Voilà. Je crois qu'il faudra que quelqu'un vienne s'asseoir ici. Moi, je ne le pas tout à l'heure, mais avec les flèches, ça marchait mieux. Donc, si je prends juste la flèche, ah voilà, ça a l'air d'être mieux. Juste ces flèches-là, ça a l'air d'être plus stable. Bon, sur cette diapo, vous avez une carte de Guettard de la région d'Étampes, dont il était originaire, donc qui reprend dans sa carte, disons, plus générale de l'Atlas, et la carte de Dupatriel de la France minéralogique, qui est très intéressante aussi, parce qu'elle a un très beau cartouche, d'abord, très allégorique, et elle repart sur les bases des cartes de Guettard. Alors, là, alors, sur quelle touche? C'est celle-là. Là, c'est la carte aussi vue ce matin de Cuvier et Brongniart sur la région parisienne. Donc, la première carte géologique, non pas départementale, mais en couleur, en quelque sorte, en France. Je vais rappeler le travail de Smith, la carte de Cuvier-Brongniart et la carte de Comont qu'on a vue ce matin aussi, de 1825, en notant d'ailleurs que, point de vue départemental, la première carte départementale serait plutôt celle faite par Guémard de la Corse, mais qui était très, très sommaire, hein, malgré tout. Quelques rappels. Alors, ce que j'ai mis, c'est la date de 1835 qui est cruciale pour les cartes géologiques départementales. Les premières cartes au 80 millième paraissent au 80 millième topographique à partir de 1832 et progressivement couvrir la France jusqu'en 1875. Et après, on a les cartes géologiques au 80 millième dont on a parlé aussi ce matin. Jusque, disons, en 1835, on n'avait que les cartes de Cassini ou les fonds de cartes de Cassini pour lever des cartes géologiques. La plupart du temps, d'ailleurs, l'échelle était trop grande pour cartes départementales, donc elles étaient réduites au 160 millième ou à une autre échelle, simplifiées. On ne gardait qu'un fond topographique limité. Et ce qui fait que le résultat, c'est qu'on a très peu de cartes géologiques minutes sur fond Cassini. Mais on sait que pratiquement tous les ingénieurs géographes, tous les ingénieurs qui arrivaient à l'école des mines recevaient une carte de Cassini pour faire un peu leur apprentissage et leur levée.
Donc, on sait qu'il y en a eu beaucoup, certainement, mais très peu ont survécu. La rareté de ces cartes donc, est avérée. Je crois que les seules que l'on conserve, parce que j'ai vu sur le document qui est en ligne, c'est celle des Deux-Sèvres en plusieurs morceaux, mais qui n'a jamais été imprimée. Hein. Donc, ces cartes minutes sur fond de Cassini sont en général anonymes, ne sont pas datées et nécessitent donc une recherche. Alors, pour la carte de Vichy, Ghana-Vichy, pas de problème parce que sur la vignette de la carte qui est entoilée et pliée, il y a marqué carte géologique. Et bon, après, quand on regarde, on s'aperçoit qu'effectivement, il n'y a pas de doute là-dessus. Et elle est suivie d'une carte imprimée en 1844 qui est signée par Boulanger. D'ailleurs, vous avez l'exemplaire là-bas, mais il n'est pas daté, celui que j'ai. Mais en mettant les deux en parallèle, on voit très vite qu'il y a une filiation évidente. En revanche, pour la carte de Strasbourg, l'attribution a été plus difficile. C'est un peu grâce à vous, à ce que vous avez mis en ligne, que j'ai pu découvrir qu'elle était probablement de Volz, mais en pensant d'abord qu'elle était plutôt de Dobré, puisque c'est lui qui est tenu pour responsable de la première carte géologique du Bas-Rhin, éditée en 1849. Or, cette carte manuscrite que vous pourrez voir aussi, je l'ai mise là-bas, manifestement est une carte géologique et elle est certainement antérieure à 1849 et comme Volz est mort en 1840, on est bien obligé de penser qu'elle est plutôt de lui que de Dobré. Alors la question qui se pose, c'est quel lien entre la minute de Volz et la carte imprimée de Dobré. Alors, voilà la vignette de la carte géologique de l'Allier, qui mentionne bien que c'est une carte géologique. La carte elle-même, mais vous la verrez, elle est ici, donc en une vingtaine de couleurs à peu près. Ça, c'est la carte départementale officielle, si l'on peut dire, datée de 1844. Ça, c'est pas celle que j'ai mise là-bas parce qu'elle n'a pas la date, mais c'est exactement la même, sur laquelle on peut retrouver en découpage la carte que vous avez ici. Bon, là, j'ai vu. Voilà. Alors, en comparant les deux cartes, on voit facilement dans les correspondances par les terrains qui sont représentés. Ici, deux secteurs où on avait un secteur sur la carte de Cassini qui est à gauche, sur la carte du département qui est à droite, et on peut assez facilement faire correspondre les affleurements, même si les couleurs ne sont pas du tout les mêmes. Voilà un autre exemple encore peut-être plus caractéristique, parce que là j'ai pointé des lieux un peu précis, un pointement de basalte qui se trouve, c'est le petit point rond que vous avez là, deux gisements de diorítine que vous avez sur les deux cartes, et des mines ou de la diorítine ou du marbre sur le petit cercle, le losange, l'ovale qui est en haut. Donc là aussi, et vous voyez très bien en noir le bassin houiller du donjon que vous retrouvez sur la carte manuscrite à gauche. Donc pas de difficulté pour authentifier en quelque sorte comme minute manuscrite de Boulanger, cette carte est ici. En revanche, pour la carte de Strasbourg, ça a été un peu plus compliqué parce qu'il a fallu que je compare cette carte à celle de Dobré, que je n'ai pas mise ici parce que celle-là, je ne la possède pas. La chance que j'avais, c'est que j'avais à la fois la minute et la carte départementale. Donc ça m'a beaucoup facilité le travail à domicile, en quelque sorte. Donc, ici, voilà cette carte Cassini-Strasbourg que vous verrez au fond. Elle est magnifique. Les couleurs sont un peu crues. Hein. Il y a à des endroits, côté d'Haguenau par exemple, il y a une superposition entre la couleur verte de la forêt et les couleurs géologiques, ce qui fait qu'on a du mal à s'y retrouver. Mais pour le reste, on a des affleurements géologiques qui sont très clairement définis.
avec un très très grand nombre de références, mais là à la loupe on les voit, de lettres et de quelques chiffres. Alors il y a à peu près 200 mentions manuscrites qui indiquent la nature des terrains en quelque sorte, le Quepère, le Muschelkalk, puis les alluvions. Donc on peut assez facilement s'y retrouver et j'ai vu tout de suite que c'était une carte géologique. Alors comparé à la carte de Dobré, ça posait quelques problèmes parce que cette carte de Dobré, que je n'ai pas mise ici, Dobré dit dans son avant-propos qu'il l'a faite sur ses propres relevés parce que malheureusement, il a pris la suite, il a été nommé à la suite de la mort de Volz en février 1840. Il a pris la suite et il dit mais malheureusement, on n'a rien retrouvé des archives de Volz. Elles ont été mystérieusement perdues, sauf un tout petit secteur du côté de Bouswiller et Orfelden, où on a une minute, mais sans note. Donc, en gros, Dobré dit dans son travail, je n'ai pas pu me servir des levées de mon prédécesseur parce qu'en fait, ils étaient perdus, on ne les a pas retrouvés. Alors, voilà un petit peu le fond du problème. Et ce qui est certain, c'est que Dobré a fait sa carte à partir du fond de l'armée, c'est-à-dire du 80 millième. Peut-être a-t-il utilisé même le 40 millième, puisqu'il y avait des minutes aussi. Et qu'ensuite, il a édité sa carte réduite d'abord à l'échelle, et ensuite une carte de 100 millième du département un peu plus générale. Donc, sur ces déductions-là, la lecture de l'avant-propos de Dobré, le constat que la carte que j'ai était probablement de Volz me paraissait à peu près indubitable, mais la question était de savoir ce qu'il avait représenté, si ce qu'il avait représenté sur cette carte, Dobré l'avait plus ou moins repris, comme tous les géologues le font quand on fait une deuxième édition. Et en général, on mentionne son prédécesseur en disant ce qu'on lui doit et ce qu'on a ajouté, ce qu'on a modifié, ce qu'on a corrigé. Or, manifestement, Dobré, d'aucune façon, ne l'indique. Or, j'avais quand même possibilité de vérifier que la carte était bien de Volz par les lettres qu'il utilise sur le manuscrit et que l'on retrouve sur une carte géologique du Haut-Rhin, qui n'est pas signée par lui, mais dont on sait qu'il en est l'auteur, qui datait de 1833, publiée sous l'égide de la Société industrielle de Mulhouse. Et pour les mêmes terrains, on retrouve les mêmes lettres. Et donc, on a une correspondance qui est absolument évidente et qui date nécessairement le manuscrit de Volz avant 1840, avant sa mort. Donc, probablement entre 1835, 36 et 1840, peut-être même 1837, 37, parce que dans ces dernières années de sa vie, il était malade, il est allé prendre les eaux, paraît-il, en Suisse, et il avait dû un peu arrêter ses travaux. Donc, on a un créneau, disons, de date. On sait qu'on lui a commandé la carte du département, on sait qu'il a commencé les levées et que probablement ils étaient déjà très avancés au moment où il est mort. Et on sait que finalement, ça n'est pas au-delà de 1838-39 que cette carte a pu être produite, que ce manuscrit a pu être produit. Alors, la question est en bas, évidemment. Dobré a-t-il eu connaissance des travaux de Volz et s'en est-il servi pour ses propres levées? On n'a pas la réponse, sauf celle qu'il donne lui-même, et que je vous ai déjà plus ou moins donnée, puisque lui-même dit, alors c'est écrit, je lis ce qu'il a écrit, malheureusement, et par suite de circonstances inexplicables, aucune des tournées de journée de Volz et aucune de ces nombreuses notes ne furent retrouvées dans ces papiers, sinon par hasard, chez un bouquiniste, un fragment
un fragment sans note explicative sur un secteur très limité que j'ai mis encadré dans la région de Saverne, de Bouxwiller et Auffelden. Alors ce secteur, il est bien représenté là, mais on voit que la carte couvre quand même un champ beaucoup plus large et que si Dobré a eu effectivement en main ce petit secteur, il a probablement eu aussi en main, il a pu avoir en main le reste de la carte. Mais ça, il ne le dit pas. Alors, je précise exactement ce qui s'est passé depuis que j'ai trouvé ce manuscrit. Ce n'est pas très vieux, ça date même pas d'un an. J'avais trouvé une explication, j'avais pensé que c'était peut-être Dobré, que c'était peut-être Volz, ça me paraissait de plus en plus certain, et j'aurais pu en rester là. Mais je suis tombé par hasard sur un texte en ligne de Thérèse Genesis, où M. Touré, ici présent, mais il n'y avait pas son nom, il a fallu que je cherche pour savoir que c'était vous, dit ceci, que, je cite, je vous lis en quelque sorte, en 1870, à sa mort, il avait pratiquement achevé son travail de levée de la carte géologique du Bas-Rhin, travail repris par Dobré, qui prétendra, c'est ce mot qui m'a titillé en quelque sorte, qui prétendra n'avoir trouvé qu'un fragment des travaux de son prédécesseur. Alors, prétendra, ça laisse planer un doute. Hein. La question était de savoir ce qu'il en était. Alors, la formulation a paru quand même assez ambiguë, et je me suis dit, je vais regarder, je vais comparer les cartes, et par la magie d'Internet, on peut tout avoir maintenant. Ah, c'est pas celle-là, voilà. Voilà des extraits. Alors, les couleurs ne sont pas les mêmes, évidemment. Sur la carte de Volz, il y a des tas de mentions manuscrites, des lettres qui mentionnent tel ou tel terrain. Mais grosso modo, bon, on peut dire qu'il y a des coïncidences. Mais c'est tout à fait normal. Parce que c'est normal que Dobré ait relevé les mêmes terrains au même endroit, en quelque sorte, que Volz. Hein, s'ils ont fait les mêmes recherches sur les mêmes lieux, et comme la carte de Volz mentionne très précisément par des petits C qu'il a utilisé les carrières pour faire ses relevés, en quelque sorte, il n'y a pas de doute possible que Dobré a fait exactement la même chose et qu'il a relevé au même endroit les mêmes terrains, grosso modo. La seule différence, c'est qu'il ne les nomme pas de la même façon. Là où Dobré utilise certaines lettres, Dobré utilise une autre nomenclature puisque rien n'était normalisé à l'époque. Donc déjà là, on a quelques indications, mais ça ne donne pas la preuve absolue que Dobré s'est servi de la minute en question ou des travaux de Volz d'une manière générale. Là, c'est peut-être un peu plus explicite. Ça, c'est le secteur en question. Le petit secteur, le fragment qui aurait été conservé, qui concerne la région de Bouxwiller, qui est très caractéristique du point de vue géologique. À gauche, vous avez, en haut à gauche, vous avez le dessin et les couleurs employées par Volz. Et en bas à droite, vous avez le même secteur avec les couleurs et les levées de Dobré. Les coïncidences sont fortes, ce qui est normal, puisque ce sont les mêmes terrains qu'ils ont relevés, ils ne les nomment pas exactement de la même manière. Mais là aussi, on a quand même des rapports possibles, et le fait en particulier que toute la partie sommitale du Batsberg, qui est le lieu intéressant du coin, vraiment présente les mêmes caractéristiques géologiques sur les deux cartes. Et là aussi, la question reste ouverte. Autre secteur intéressant, c'est au sud de Reichshofen, un secteur assez complexe où on a en particulier un petit pointement de basalte, tout petit, hein, qui se trouve marqué en rouge sur la carte de Dobré,
et qu'on voit à peine, mais avec un fort grossissement à la loupe, sur le manuscrit de Wolf. C'est marqué par la lettre A et un tout petit si. Et là, vous avez des possibilités aussi de comparer. Alors, il y a moins de similitudes que sur d'autres secteurs, mais il y en a quand même pas mal. Hein. Donc, c'est assez difficile de s'y retrouver. Et en fait, il faut avoir le nez sur les cartes, littéralement, pour pouvoir se faire une opinion. J'en arrive, donc j'ai été relativement bref, j'espère, à la conclusion, vos conclusions. Sur ces extraits comparatifs, on ne peut pas trancher définitivement et accuser Daubrée d'avoir copié ou utilisé Volz sans le dire. Il y a des coïncidences, il y a des similitudes, mais ça s'arrête là. Alors, les certitudes, on en a tout de même. Un, c'est la qualité du travail de Volz. Quand vous verrez la minute, vous verrez que c'est un travail de haute qualité, en particulier pour les dépôts de couverture, où à la différence de Daubrée, il différencie, semble-t-il, le Leuss et le Lem. Il a donc distingué des dépôts géologiques différents. Et où, à un certain point, le relevé de détail est plus précis que la carte de Daubrée. Je n'ai pas tout mis, évidemment. Autre certitude, c'est celle que Daubrée a certainement fait des travaux sérieux pendant des années entre 1840 et la publication de la carte, c'est-à-dire 1849. Donc, il y a 5 ou 6 ans durant lesquels il a certainement sur le terrain fait ses relevés. Le problème, c'est qu'à ma connaissance, on n'a pas ses notes, on n'a pas ses minutes, donc on ne sait pas très bien à quoi ça veut dire de ce point de vue-là, s'il est redevable qui que ce soit, de quoi que ce soit. Autre certitude, c'est le fait qu'il y ait ces correspondances, parce que naturellement, quand on lève les mêmes terrains, on retrouve les mêmes formations géologiques et on les nomme à peu près, on les délimite à peu près correctement. Mais chaque carte géologique est un progrès, entre guillemets, en principe, par rapport à celle qui l'a précédée, apporte un peu plus et elle part comme base, et c'est toujours noté sur toutes les cartes au 80 millième, vous avez en haut les auteurs. Or, sur la carte de Strasbourg, il est vrai, c'est un peu compliqué de savoir la première édition, je ne suis pas arrivé à en avoir un exemplaire. La deuxième édition mentionne Volz, mais tout à fait en bas à droite, là, parmi les auteurs généraux. Alors, ce qui est troublant aussi, ce sont les notices nécrologiques des uns et des autres. Et ça, c'est le dernier fascicule que vous m'avez envoyé. Il m'a aussi mis un peu la puce à l'oreille, où il est dit dans le dernier article que parfois les scientifiques ne sont pas toujours d'une honnêteté, que les nécrologies parfois oublient ou passent sous silence un certain nombre de faits qui seraient peut-être un peu dérangeants. Or, la notice de Daubrée, elle est d'une discrétion extraordinaire de ce point de vue-là. Celle de Volz, il n'y a pas grand-chose, donc on en est réduit à accepter ce qui est écrit. Alors, il y a des doutes, et c'est sur ces doutes que je vous fais partager, mais je ne tranche pas pour vous dire ce qu'il en est exactement, parce que finalement, je n'ai pas le pouvoir de le faire. Alors, simplement, ce que je veux dire, c'est que je suis géographe de formation. J'ai fait un peu de géologie quand j'étais à l'université. Mais je crois que tout géologue devient géographe et historien un peu par la force des choses. M. Salvatore et d'autres en font la preuve. Et en même temps, ici, on a aussi un aspect humain, en quelque sorte, qui apparaît avec ce problème à qui doit-on vraiment la première carte géologique du Bas-Rhin ou de la région de Strasbourg, à Volz ou à Daubrée. À Daubrée, ça ne fait pas de doute, mais Volz, il faut lui rendre ce qui lui est dû. Et il est à peu près certain que cette minute que vous allez voir, c'est une minute de Volz. Alors, comment est-elle arrivée à Marseille, chez un brocanteur, ça, je ne peux pas vous le dire, mais c'est le miracle, disons, de la recherche. Donc, ce n'est même pas une recherche, hein, des hasards de tout collectionneur qui tombe sur des pièces dont il ne sait pas l'original. Je vous ai dit ce matin que j'avais 2 autres cartes qui posaient des problèmes. Alors, c'est terminé. Je vous remercie d'avoir été attentif et indulgent à mes propos parce que je ne suis pas vraiment géologue de formation. Je vais vous montrer ces 2 cartes
qui me pose des problèmes et qui nous en poseront peut-être, parce que finalement, ça serait peut-être la preuve qu'il y a eu entre la carte de France d'Ovalus, d'Alois. Alors voilà, ah, mais ça représente aussi la région de l'Alsace, donc là c'est peut-être. Alors tout ce que je peux vous dire, c'est que le fond de carte. Non, mais je parle. L'essentiel, c'est qu'on soit deux, puisqu'il y a deux cartes. Le fond de carte est un fond de carte de Dubrena, dont on sait qu'il a été édité, imprimé en 1828, donc la carte est postérieure. Mais quand on regarde les formations géologiques, on s'aperçoit qu'elles sont très, non pas très éloignées, mais enfin assez éloignées tout de même, des levées de Dufresnoy et de Beaumont. Donc, ça ne peut pas être, ça n'est pas, hein, j'en ai la quasi-certitude, ça n'est pas une copie de la carte célèbre des deux géologues, c'est une version particulière, différente. Alors, à qui la doit-on? Je n'en sais rien. Il y a tout de même des indices, parce qu'il y a des indications géologiques dans des lettres, quelques mentions manuscrites. Bon, moi, je date ça des années 1835, 1840, mais certainement avant 1841. Voilà pour le mystère que je vous réservais, parce qu'en fait, ce n'était pas prévu au programme. Alors, je les ai depuis longtemps, ces cartes-là, hein, mais elles m'ont toujours intrigué. Alors, on trouve sur le dernier ouvrage qui a été fait par M. Arnaud sur les cartes de France, on trouve justement cette carte de Dubrena de 1828, qui permet de dater le fond de carte, puisque c'est bien le problème depuis ce matin, on travaille sur des fonds de carte. Fond de carte de Cassini, fond de carte du 80 millième, etc. Là, c'est fond de carte Dubrena, l'auteur, mystère. Voilà. Si vous avez des questions à poser, bien sûr, je ne suis pas à y répondre. Je ne compte pas sur moi pour vous donner des réponses claires et définitives. Merci beaucoup, Philippe, c'est fascinant. En 4, vous avez des questions à poser. Oui, bon, d'accord. Bravo, d'ailleurs, c'est vraiment très intéressant, toutes ces cartes. Oui, ça sert à quelque chose d'aller faire des conférences de terrégénétique, ce que vous voulez dire. Mais ce que je voulais dire, ça, c'était les rapports entre Volz et Daubré sont vraiment très intéressants. Pour moi, il n'y a pas de problème. Daubré appliquer Pour moi non plus. Les données de Volz. Mais il y a au moins deux arguments qui vont dans ce sens, d'une façon c'est plus psychologique. C'est que à partir de 1836, Volz, qui était ingénieur des mines, hein, a été plus ou moins en disgrâce parce qu'il avait pris fait et cause pour les révolutionnaires et il a été en fait placardisé à Paris. C'est-à-dire qu'on l'a ramené à Paris et puis où il est mort, il est d'ailleurs enterré au Père-Lachaise. Et donc, en quelque sorte, Daubré, qui lui, au contraire, voyait sa carrière sous une pente ascendante, il avait les mains libres en quelque sorte. Hein. Et donc, alors que ce qu'il a dit, Daubré, entre autres, c'est que Volz travaillait chez lui, ce qui était probablement vrai, parce qu'il avait organisé à Strasbourg une sorte d'université parallèle, en quelque sorte. Hein. Et il avait l'habitude de travailler chez lui, dans sa chambre. Et qu'à sa mort, tous ces documents ont été dispersés. Donc, Daubré prétend qu'il n'a pas trouvé tout de suite la carte qu'il a exhibée par la suite, ce qui lui a permis de dire qu'il avait... Le petit secteur, le petit fragment. Un petit fragment. Et il a dit après qu'il avait trouvé par hasard ce fragment de carte chez un bouquiniste de Strasbourg. Quoi. Comme moi. Oui, moi, bien sûr. Marseille. Donc, disons que la position de Daubré était vraiment pas tout à fait nette dans cette affaire. Voilà. C'est vrai que la nécrologie de Daubré évoque très peu Volz, et celle de Volz est aussi très discrète sur ses travaux cartographiques. Hein. Oui.
Non, mais enfin, après, surtout qu'après, Dobré a fait quand même une grandiose carrière. Il a Ah oui, non, mais il était intouchable, ça doute. oui, oui, D'après ce après, que il a j'ai eu son compris. pari, il a fait. Mais il s'est toujours intéressé, je dirais, aux Vosges d'une façon générale, puisque un de ses grands thèmes de recherche a été les eaux minérales, hein, qui, sous le second empire. Sur lequel Wolf avait travaillé. Voilà. Non, en tout cas, bravo pour cette recherche de cartes, c'est toujours très intéressant. Comme quoi, c'est bien d'avoir des géographes. D'autres questions, d'autres remarques? Hier, Sabaton a trouvé déjà. Non. La question que je me posais, mais c'est peut-être Jacques qui était parti à expliquer dessus, sur les biographies de Bols que l'on a, parce que déjà, moi, quelque chose. Moi, je n'ai pas trouvé grand-chose sur au poste à l'université. Alors, sur Boulanger, encore moins, hein. Mais il était Saint-Simonien. J'ai écrit un article sur Bols dans les travaux, hein, mais surtout autour de son histoire en tant qu'élève de l'école des Mines. C'est ça, parce que là encore, il a une histoire passionnante. Hein, ça m'intéresserait de la connaître. Ah, ben écoutez, elle est dans les travaux. Je pense qu'elle est en ligne. Je veux préciser parce que là, Bols s'est donné comme ayant la chaire de géologie de Strasbourg, mais la chaire de géologie de Strasbourg n'existe, de ce que j'ai trouvé dans les textes officiels, qu'en 1939, et c'est Dobré qui l'utilise. Avant, c'est une chaire d'histoire naturelle et c'est Duvernois qui est dessus. Mais Duvernois part, et il y a 2 années où il n'y a personne. Duvernois doit naître en 1936, et la chaire d'histoire naturelle, ici, on n'a pas de texte qui dit qui est l'histoire naturelle, donc Bols aurait été de 1936. À ma connaissance, ce n'est pas une véritable chaire d'histoire naturelle universitaire, c'est que Bols, entre autres choses, c'est lui qui a créé le musée de Strasbourg. Hein. Et donc, autour du musée de Strasbourg, comme il était un fervent adepte du rapprochement entre les Français et les Allemands, puisqu'il était parfaitement bilingue, allemand et français, et d'ailleurs c'est amusant parce que toutes ces publications, je dirais techniques, l'ingénieur des mines, c'est en français, par contre, toutes ces publications géologiques, c'est en allemand. Hein. Et donc, c'est là, à Strasbourg, qu'il a occupé, je dirais, l'équivalent d'une chaire universitaire, mais plus ou moins dans une institution, je dirais, privée, autour de son musée géologique. Alors, la question aussi que je me suis posée, c'est de savoir s'il n'y aurait pas, dans les archives à Strasbourg ou peut-être au muséum, des pièces qui témoignent, disons, à la fois du travail de Dobré, c'est-à-dire ses minutes et ses notes, apparemment, pas à ma connaissance, et si on n'aurait pas non plus à Strasbourg des minutes ou des archives relatives à Bols. Parce que Bols, il est resté quand même quelques années à Strasbourg. Ah, bah oui, bien sûr. Il a laissé pas mal de traces. Non seulement on n'a pas tout perdu à sa mort. Non seulement il est resté quelques années, mais c'était vraiment ça. Oui. Il était profondément. C'est un peu curieux, effectivement, cette disparition complète des archives. Ben, il faudrait chercher. Non, parce que ça sous-entendrait que Dobré les a fait disparaître, hein, ou ça les servi. Ou alors elles sont quelque part, mais on ne les a pas encore retrouvées. Je pense, Nick, vous avez un contact, parce que Déborah Dubalde, qui doit être en ligne puisqu'elle cause après vous, est aussi en poste à Strasbourg. Donc c'est pour ça que ça me paraissait intéressant. J'ai fait ce petit fascicule qui retrace un petit peu tout ce que je viens de vous dire, plus en détail malgré tout. Alors je l'ai tiré à une quinzaine d'exemplaires. S'il y en a qui sont intéressés, au prix coûteux de la photocopie, c'est-à-dire 15 €. Mais je pense que ça sera mis en ligne sur votre. Voilà. Il me dit que je suis allé consulter les archives de Bols aux archives nationales à Perpignan. Un tout petit mot par rapport à Bols en tant que commissionnaire de minéraux. Bols appartient à la minéralogie et c'est quelqu'un on n'a rien. Alors, pour Strasbourg, il n'y avait pas de musée d'histoire naturelle à Strasbourg. L'embryon du musée d'histoire naturelle était donné à la fac. Donc, ce qui est sur le plan des collections, il n'y a rien. C'est totalement disparu. Ils avaient essayé de ressusciter un musée d'histoire naturelle. Donc là, il n'y a rien. Il existe la volzine. La volzine est une espèce minérale théorique très intéressante parce que c'est un organométallique de zinc et ça serait la première espèce minérale de l'histoire qui sera un organométallique. L'organométallique est un grand champ de cette affaire-là. Le type avait disparu. Personne ne savait où était la volzine qui est décrite par quelqu'un que vous avez cité tout à l'heure, Fournet, le fameux géologue de Lyon.
Et parce que Vols a dû être ingénieur accessoire aux mines de Pont-Gibaud. Et donc, cette voltine existe. J'ai un pote qui s'appelle Hubert Barry qui avait retrouvé le type au laboratoire de géologie à Strasbourg et qui avait fait donner le type qui a été volé à Strasbourg pour être mis au muséum, qu'on sache où il est, parce que cette voltine, les savants américains s'en sont occupés dans les années 70 parce que c'est un organométallique de zinc naturel et c'en est probablement pas. Enfin, bref. Et il n'avait pu retrouver ni la publication pour la description de la voltine, qui est dans le bulletin de l'histoire naturelle de l'Auvergne, qui est maintenant en ligne, mais qui autrefois était consultable qu'à Clermont. Et le type, maintenant, est au muséum de manière récente, enfin, le fragment de l'espèce originelle. Un dernier mot. J'ai sa minéralogie en français des Vosges, de minéralogie des Vosges, qui est la traduction de son texte allemand. Et donc, c'est un truc bilingue. L'allemand est très rare et la langue française est encore plus rare. Le texte est très mauvais et donc, il a été décrit dans un bureau à Paris. Et malheureusement, Lacroix, quand il fait sa minéralogie de la France sur les Vosges, en Vols, c'est ce que j'ai découvert par hasard en ayant un bouquin, en regardant, donc le texte n'est pas bon et le texte de Lacroix sur les Vosges est très moyen du fait de ça. Donc Vols a peut-être écrit sa minéralogie des Vosges dans un bureau à Paris et pas dans les champs sur place. Voilà ce que je peux dire de cette affaire de Vols qui. C'est intéressant. Oui. Déborah a des indications éventuellement à donner, donc je pense que vous pouvez prendre la parole. Est-ce que vous m'entendez toujours bien? C'est parfait. Parfait. J'ai travaillé sur les musées d'histoire naturelle et paradoxalement, en étant sur place à Strasbourg, je n'ai pas encore eu le temps de m'atteler aux archives des naturalistes ici. Cela dit, peut-être que des pistes pourraient vous être données par Kevin Janot, qui est chargé des collections paléontologiques à Strasbourg, à l'UNISTRA. Vous trouverez son contact sur le site du Jardin des Sciences qui s'occupe des collections universitaires. Et par ailleurs, Barbara, oh là là, son nom de famille m'échappe maintenant, la chargée des collections minéralogiques, qui travaille dans le même bâtiment que Kevin Janot, pourra peut-être aussi vous donner, vous flécher des cartons de documents. Et alors, j'ai eu une conversation avec Isabelle Laboulet il n'y a pas très longtemps qui disait qu'elle s'intéressait au cas de Vols. Je pense qu'elle a dû tomber sur des cartons. Je ne sais plus exactement ce qu'elle avait, mais elle doit avoir des choses puisqu'elle s'intéressait à ce personnage. Donc peut-être qu'Isabelle Laboulet est une troisième personne qui pourrait vous aider à résoudre cette énigme. Voilà. Barbara Gaulin, pardon, ça y est, j'y suis. Barbara Gaulin. Juste une information, je suis dans les correspondances entre Cuvier et Hermann de Strasbourg et Hammer de Strasbourg. Dans les années 1806, Hammer fait de longues lettres à Cuvier pour lui faire part de ses découvertes à Bouxwiller, en particulier, et surtout parce qu'il a hérité, il est le gendre de Hermann, il a hérité de la collection de Jean Hermann, et cette collection négocie le fait qu'elle soit achetée par la ville de Strasbourg et faire l'embryon d'un musée d'histoire naturelle à Strasbourg. Voilà.